Et si la guerre en Ukraine venait tout juste de franchir un seuil irréversible, loin des récits officiels? Cette interrogation, en apparence simple, dissimule une réalité bien plus complexe, tissée de décisions stratégiques, de drames humains et de jeux d'influence mondiaux. Pour la comprendre, il faut dépasser les gros titres, oser regarder les détails, les exemples concrets, et replacer chaque nouvelle journée de conflit dans la longue histoire des guerres d'épuisement. Les grands médias évoquent des victoires passagères ou des échecs épisodiques, mais sur le front Est, la réalité a basculé. Depuis quelques semaines, il n'existe plus aucun train reliant Slaviansk à Kramatorsk. Ces deux villes, considérées comme des verrous stratégiques depuis le début du conflit en 2014, se retrouvent soudainement isolées. Les quais déserts rappellent les images d'autres villes assiégées au cours du XXe siècle. On pense à Stalingrad en 1942, à Sarajevo dans les années 90, où le silence des rails signifiait l'approche du pire. Dans les gares, la poussière s'accumule sur les bancs, les aiguillages ne bougent plus. Les habitants se souviennent encore des derniers convois, bondés de familles en fuite, de blessés et de soldats épuisés. Aujourd'hui, l'absence de circulation symbolise un isolement total. Cette coupure n'est pas un simple incident technique. Elle traduit une stratégie d'usure, de siège, de pression maximale. À Pokrovsk, la situation a basculé en quelques jours. Là où l'armée ukrainienne avait tenu pendant des mois, la défense s'est effondrée. Des centaines de soldats, privés de vivres, de munitions et de toute liaison avec leur commandement, ont fini par se rendre. Certains parlent de 700 hommes, soit l'équivalent de 2 bataillons complets. Les témoignages des survivants sont glaçants. Journées entières sans nourriture, blessés abandonnés à leur sort, évacuation promise puis annulée à la dernière minute, ordre contradictoire reçu par radio avant que le silence ne s'installe. Pour mieux saisir, imaginez un groupe de soldats coincés dans des sous-sols humides, partageant les dernières boîtes de conserve retrouvées dans les caves, puis, à court de tout, tentant de faire bouillir de l'eau de pluie mélangée aux miettes de pain. Certains racontent avoir tenu jusqu'à 5 jours sans la moindre nourriture. Dans l'histoire militaire, on retrouve ces scènes de famine et d'abandon à Sébastopol en 1942, à Dien Bien Phu en 1954 ou plus récemment à Mariupol en 2022. Le rationnement vire à l'extrême. On fouille les sous-sols, on échange quelques cigarettes contre un bout de sucre, on partage le dernier analgésique. Les blessés, de plus en plus nombreux, ne reçoivent plus aucun soin. Les stocks de médicaments sont vides. Il n'y a plus ni bandage, ni antiseptique, ni anesthésique. Un soldat blessé à la jambe raconte avoir attendu 3 jours avant qu'un camarade, improvisé infirmier, ne tente de désinfecter la plaie avec de l'alcool à brûler trouvé dans une remise. Chaque geste devient crucial, chaque ressource un trésor. Les communications sont coupées. Ceux qui tiennent la ligne ignorent qui commande, qui vit, qui a fui. Le haut commandement, lui-même assiégé dans des bunkers en périphérie, ne répond plus. Dans les regards, la peur laisse place à la résignation. On retrouve la même ambiance dans les récits de la chute de Varsovie en 1944, quand les résistants polonais savaient qu'ils étaient cointés seuls face à l'ennemi. La logistique s'effondre sous les frappes russes. Chaque convoi de carburant ou de munitions est systématiquement détruit avant d'atteindre le front. Les routes sont jonchées de carcasses calcinées de camions, de cratères d'obus. Les soldats surnomment désormais la route entre Rodinske et Pokrovsk la deuxième route de la mort, en référence à la célèbre route de la mort de Bassora en 1991 lors de la guerre du Golfe où les colonnes irakiennes furent anéanties. Le moral est au plus bas. Survivre est devenu l'unique obsession. Les discours héroïques diffusés à la radio n'ont plus d'écho. Chacun rêve de rentrer, d'apercevoir un visage aimé, de trouver un abri, ne serait-ce qu'un instant. Ce désespoir gagne d'autres bastions. À Volchansk, la résistance vacille. À Kherson, la fatigue est palpable. Les défenseurs urbains, autrefois pleins d'élan, pèsent chaque munition, chaque minute. Sur le terrain, la guerre change de visage. La ligne de front, jadis mouvante et incertaine, devient le théâtre d'une avancée méthodique des forces russes. Ville après ville, l'effondrement est silencieux, presque invisible sur les cartes, mais il est implacable pour ceux qui le vivent. On assiste à une lente asphyxie, comparable à la stratégie de blocus adoptée par Bismarck lors de la guerre franco-prussienne de 1870, ou par les Alliés autour de Berlin en 1945. Derrière les rapports officiels, la réalité du terrain devient inévitable. La lassitude et l'abandon frappent chaque unité. On observe un phénomène connu dans l'histoire militaire, l'usure. À mesure que les ressources s'amenuisent, que le soutien s'effrite, la capacité de résistance s'effondre.
C'est ce qu'on a vu lors du siège de Leningrad, où la faim et le froid ont tué plus que les bombes. Sous la pression ininterrompue, la tactique ukrainienne des forteresses urbaines montre ses limites. Chaque ville se transforme en rempart, chaque rue en piège, mais inlassablement, elles tombent les unes après les autres. Même les observateurs occidentaux, autrefois optimistes, admettent que les bastions, hier encore réputés imprenables, ne suffisent donc plus à contenir la machine russe. Dans la région de Soumska, la crise humaine atteint un point critique. Il n'y a plus assez de soldats. On mobilise ingénieurs, cheminots, pompiers, toute personne encore capable de tenir un fusil. Le manque de relève, l'usure, la fatigue extrême creusent un désespoir désormais visible dans tous les regards. Cela rappelle la conscription de la dernière heure en Allemagne en 1945, quand on envoyait au front des adolescents et des vieillards. Parallèlement, la guerre s'internationalise. Des instructeurs venus d'autres pays, notamment de France et du Royaume-Uni, opèrent discrètement sur le terrain. Des rumeurs circulent sur la présence d'unités spéciales occidentales, chargées d'encadrer les opérations les plus sensibles. Dans les coulisses, les grandes capitales débattent ouvertement d'une mission otanienne en Ukraine. Les tabous tombent, la perspective d'une intervention directe de l'Alliance n'est plus exclue. Pourtant, loin des états-majors, ce sont les civils qui paient le prix le plus fort. Les files d'attente s'allongent devant des magasins presque vides. La nourriture et les médicaments se raréfient. Dans certains quartiers, on échange un kilo de pommes de terre contre une barre de savon. Ce troc rappelle les heures sombres de la Yougoslavie, lors du siège de Sarajevo où la survie dépendait du système D. La fatigue, la peur, le sentiment d'abandon s'infiltrent dans chaque foyer. Les enfants n'ont plus école, les hôpitaux fonctionnent sans électricité. L'espoir d'une contre-offensive s'est mué en attente nerveuse d'une négociation ou en crainte d'un désastre plus vaste. Certains comparent la situation à celle de la Pologne en 1939, prise en étau entre deux puissances. Ignorer l'épuisement humain et logistique, c'est risquer de méconnaître le véritable point de bascule, celui qui peut forcer une paix amère ou, au contraire, attirer de nouveaux acteurs dans la guerre. Car la question n'est plus tant qui avance, mais bien combien de temps cette guerre peut-elle encore durer. Mais la crise ne se limite pas au terrain militaire, elle infiltre chaque dimension de la société. Les failles logistiques s'étendent jusqu'au cœur des institutions ukrainiennes. Les administrations locales, privées de moyens, improvisent des solutions. Distribution de rationnement, organisation de convois humanitaires sous la menace des drones, accueil de réfugiés dans des écoles désaffectées. On retrouve ici la résilience observée dans de nombreuses sociétés en guerre, comme à Alep ou à Mossoul ces 10 dernières années. L'Ukraine va-t-elle devenir l'arène d'un affrontement mondial ? La tension grimpe d'heure en heure et le sort du pays semble désormais suspendu à des décisions prises bien au-delà de ses frontières. À Bruxelles, à Washington, à Moscou, les discussions s'intensifient. Chaque déclaration officielle est scrutée, chaque mouvement de troupes analysé. Dans l'ombre, l'Alliance Atlantique évoque désormais ouvertement l'envoi de soldats sous mandat international. Ce qui relevait de la fiction il y a quelques mois s'impose aujourd'hui comme une option sérieuse. Déjà des instructeurs occidentaux, notamment britanniques et français, forment les troupes ukrainiennes, supervisent l'utilisation de nouveaux équipements, transmettent leur expérience des conflits asymétriques. La logistique de l'Alliance devient de plus en plus visible. Convois blindés, camions logistiques, systèmes de défense aérienne. La frontière entre assistance et engagement direct s'efface. Certains experts évoquent la théorie de l'engrenage. Chaque étape franchie rapproche le conflit d'un point de rupture où un incident mineur, une bavure, pourrait déclencher une escalade incontrôlée. Cette logique rappelle la crise des missiles de Cuba en 1962, où le monde a frôlé la guerre nucléaire à cause d'une accumulation de malentendus et de provocations. À Moscou, la réaction demeure contrôlée mais inflexible. À chaque rumeur de renforts étrangers, le Kremlin publie des avertissements formels. La Russie promet des réponses de symétriques et multiplie les exercices militaires près des frontières. Certains responsables, à huis clos, évoquent sur la possibilité de relancer des essais nucléaires afin de rappeler que l'escalade pourrait déborder toutes les prévisions et menacer l'ensemble du continent européen. Dans ce contexte, une nouvelle course à l'armement s'amorce. Les budgets militaires augmentent des deux côtés. En Russie, les usines tournent jour et nuit pour produire des drones, des missiles, des véhicules blindés. La société se mobilise. Les familles attendent le retour des mobilisés. Les écoles adaptent leurs programmes. Les hôpitaux accueillent un flot continu de blessés. La vie quotidienne se transforme au rythme de la guerre. Pour les Ukrainiens, la pression est immense. L'armée recule,
fortifient des lignes de défense à l'ouest, tandis que la géographie du conflit se redessine. Les villes hier centrales deviennent l'arrière, les villages frontaliers sont évacués. Les convois de réfugiés s'étendent sur des kilomètres. Un père de famille raconte avoir conduit 6 jours, dormant dans sa voiture, pour mettre ses enfants à l'abri à Lviv. La lassitude gagne les soldats comme les civils, et la résilience du peuple est soumise à des épreuves extrêmes. Chaque issue comporte son lot de dangers. Si la résistance s'effondre, la Russie pourrait avancer jusqu'aux rives du Dniepr, menaçant le cœur du pays. L'arrivée de troupes étrangères, même limitées, ferait franchir au conflit un nouveau seuil, celui d'une internationalisation au risque d'un affrontement direct entre l'Alliance et la Russie. L'histoire regorge d'exemples où une intervention extérieure a radicalement changé la donne. L'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, le débarquement en Corée en 1950 ou l'opération Tempête du désert en Irak. À l'inverse, une impasse militaire prolongée pourrait déclencher une surenchère technologique ou des manœuvres diplomatiques inattendues. Cessez-le-feu forcé, partition de fait ou proposition de neutralisation d'une partie de l'Ukraine. Chacun de ces scénarios a des précédents historiques. La partition de Chypre en 1974, la division de l'Allemagne après 1945. À chaque fois, ce sont des millions de civils qui paient le prix. Bombardements, exil, incertitude totale sur l'avenir. L'équilibre de l'Europe et peut-être du monde se joue dans ce théâtre. Le moindre faux pas risquerait de bouleverser la carte du continent, voire d'enflammer la planète entière. Les diplomates le savent. Les historiens rappellent que les grandes guerres mondiales sont souvent nées d'enchaînements imprévus, d'alliances mal maîtrisées, d'escalades mal contenues. Mais derrière les communiqués et les stratégies, ce sont d'abord des visages, des familles, des choix de survie. Qui demain paiera le prix réel de ces décisions prises loin du front? On l'a vu à Grozny, à Alep, à Srebrenica. Les tragédies individuelles se perdent dans les statistiques, mais elles façonnent l'avenir d'un peuple. Et si la véritable leçon de cette guerre résidait dans la résistance silencieuse de ceux que l'on ne nomme jamais? Tandis que les armes grondent et que les discours officiels saturent l'espace, la vérité s'insinue dans les gestes discrets. Dans un village près de Kramatorsk, une vieille femme offre son dernier pain à un soldat affamé. À Kharkiv, un adolescent organise une collecte pour envoyer des pansements sur le front. À Odessa, une famille héberge des inconnus le temps d'une nuit, sans rien demander en retour. C'est là, dans ces instants minuscules, que se révèle la force d'une société ébranlée. Au-delà des communiqués, il faut regarder la vie réelle. Chaque heure à survivre, chaque choix de rester ou de fuir, chaque silence habité par l'inquiétude en dit plus que tous les rapports réunis. Les gens, au front comme à l'arrière, s'adaptent, ils bricolent le nécessaire, palliant l'absence de médicaments, s'inventent un quotidien pour préserver la dignité. Ce sont des gestes simples mais héroïques. Mais ce conflit ne se joue pas qu'avec des armes. Il est aussi une bataille de récits, de propagande, de certitudes trompeuses. Les chaînes Telegram, les réseaux sociaux, les médias internationaux livrent chacun leur version. Il devient vital de garder le doute, de recouper, de ne pas céder à la lassitude ni au slogan. L'esprit critique est la meilleure défense. Vérifier, questionner, comparer. Comme le disait Hannah Arendt, la vérité d'un seul fait, c'est déjà une victoire contre le mensonge. La guerre transforme la notion de victoire. Il ne s'agit plus de conquérir une ville ou de tracer une ligne sur une carte. Ici, la patience et la résistance cachée pèsent autant que les offensives éclatantes. Le conflit s'étire, l'usure devient centrale, et l'enjeu réel est l'endurance, la solidarité, l'ingéniosité au quotidien. Dans les caves de Mariupol, une institutrice a créé une école clandestine pour 10 enfants. Apprendre à lire et à compter pour ne pas céder au désespoir. Ne perdons pas de vue la dimension humaine derrière les analyses stratégiques. Ce sont des individus, des familles, des voisins qui subissent, qui flanchent, qui se relèvent. Les statistiques ne disent rien du froid, de la peur, de la faim, ni de la solitude qui grignote quand tout s'écroule. Oublier ces vies, c'est risquer de se tromper d'histoire, d'ennemis ou de victimes. Se souvenir de ces visages, c'est préserver une part essentielle d'humanité dans le chaos. Tirer les vraies leçons de cette crise est vital pour ne pas répéter les mêmes erreurs, ni sombrer dans la facilité de l'analyse superficielle. Garder l'esprit ouvert, rester attentif aux signes ténus, c'est préparer chacun d'entre nous à affronter l'avenir, quel qu'il soit. Cela passe par des gestes concrets. Soutenir une organisation humanitaire, écrire à son député, s'informer auprès de sources variées,
Apprendre les bases du secourisme, enseigner à ses enfants la complexité du monde. Mais cette résistance invisible suffit-elle à enrayer la brutalité mécanique de l'avancée russe? Car sur le terrain, la réalité militaire impose ses propres lois de plus en plus implacables. Les armées modernes disposent encore de moyens technologiques inédits: drones kamikazes, brouilleurs, satellites d'observation. La guerre de l'information se double d'une guerre électronique. Chaque innovation bouleverse les équilibres, oblige les belligérants à s'adapter. C'est la révolution dans les affaires militaires, évoquée par les stratèges américains dans les années 90. Dans la tempête du siècle, seule une information juste et humaine peut tenir bon. Cela signifie, pour chacun, de ne pas se laisser emporter par la peur, de refuser les discours simplistes, de chercher des témoignages directs. Les correspondants de guerre sur le terrain risquent leur vie pour rapporter des faits. Leurs récits, parfois contradictoires, sont précieux pour comprendre la réalité mouvante du front. Face à la prolifération des discours officiels, baisser les bras devant la complexité du conflit, c'est se résigner à l'aveuglement. Qui s'efface laisse d'autres choisir à sa place, et la confusion l'emporte sur le réel. Mais refuser cette dérive, c'est déjà préserver sa lucidité. C'est aussi résister à la tentation du repli, à la fatigue de l'info, à la saturation émotionnelle. Loin des slogans et des images chocs, prendre le recul nécessaire, c'est rendre hommage à celles et ceux dont la vie bascule chaque jour sur le terrain. C'est aussi saisir la portée et les conséquences de chaque décision politique, au plus près des réalités humaines. Cela demande du temps, de la patience et une forme de courage intellectuel. Pour défendre ce regard nuancé et indépendant, votre soutien compte. S'abonner, partager, commenter, des gestes simples mais essentiels pour faire vivre une chaîne qui refuse les raccourcis et les récits simplistes. C'est un acte de résistance à l'échelle individuelle, contre la désinformation et la paresse intellectuelle. Ne succombons ni à la facilité ni à la lassitude. L'information de qualité n'est pas un luxe, mais une nécessité, pour quiconque veut comprendre et agir dans un monde en perpétuel mouvement. Chacun de nous a un rôle à jouer, même modeste. Relayer un article, signaler une fausse nouvelle, encourager le débat respectueux. Rester attentif, informé et oser remettre en question les évidences. Car l'avenir de la paix, comme celui de la vérité, dépend de notre vigilance collective. La guerre en Ukraine n'est pas seulement une affaire de chars et de missiles, mais un choc de volonté, d'idées, de récits. Ne laissons pas d'autres écrire cette histoire à notre place. À la fin, ce sont la lucidité, la solidarité et l'humilité qui l'emportent. Merci à chacun de vous de participer à cette quête de sens. Ensemble, refusons la résignation et gardons ouvert le chemin du questionnement.